Salut à tous et bienvenue sur Frontières, le podcast qui vous emmène à la rencontre de l'invisible. Alors je suis Benoît Young, magnétiseur et énergéticien, et je suis ravi de vous accueillir dans cet espace où l'on va parler des énergies subtiles et de celles et ceux qui les côtoient au quotidien. Tous les mois, je reçois un invité pour une interview dans laquelle il nous parlera de son parcours, de ses doutes, de ses réussites, et de sa façon de faire, dans le but de rendre sa pratique concrète et accessible à tous. Que vous soyez un praticien aguerri qui cherche à échanger, un curieux qui veut comprendre, ou même simplement un sceptique, eh bien vous êtes arrivé au bon endroit. Alors si vous êtes prêt à dépasser les idées reçues et à explorer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, dans le monde de l'invisible, eh bien ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, et en audio sur les principales plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Maintenant, place à l'interview. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bien, bonjour à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Donc, dans ce nouvel épisode, je reçois Davia Barbosa, qui va nous parler de psychogénéalogie, apporter un peu un éclairage sur cette discipline et voir un peu, concrètement à quoi ça ressemble, quelles sont aussi les difficultés qu'elle a rencontrées, etc. Donc, elle va nous parler de tout ça. Bonjour Davia, merci d'avoir accepté. Bonjour. Cette interview. Alors, je te laisse te présenter. Oui, du coup, moi, c'est Davia Barbosa. Je suis praticienne en psychogénéalogie et je suis aussi analyste en human design. La psychogénéalogie, c'est un outil formidable et je vais vous en dire plus durant cette interview. Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai été au départ pendant 14 ans podologue en France. Je me suis expatriée depuis 2 ans au Portugal et dans ce parcours de podologue, j'ai pu voir qu'il y avait souvent un lien entre les douleurs physiques que les patients m'amenaient au cabinet et les émotions, leur histoire, tout ce qu'ils avaient pu traverser. Et c'est comme ça, entre autres, que je suis tombée dans la psychogénéalogie. Alors rapidement, on reviendra un peu plus en détail, mais en deux, trois mots rapidement, qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ? Alors, pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, la psychogénéalogie, c'est un outil qui va nous permettre en fait d'aller chercher dans l'histoire familiale les éléments qui sont à l'origine d'une problématique rencontrée par le client qu'on reçoit aujourd'hui en consultation. Donc, grâce à l'étude d'un génosociogramme, qui est en fait un arbre généalogique, mais un peu plus poussé, pas un arbre généalogique niveau CE2 avec le prénom de papy et mamie et puis leur date de naissance, c'est un arbre généalogique avec les prénoms, les dates de naissance, de décès, mais surtout des informations relatives à la vie de nos ancêtres, donc les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, si on a aussi des infos sur eux. Pas la peine de remonter sur 10 générations, mais grâce à ces éléments, on va pouvoir observer des répétitions dans l'arbre généalogique qui ont un impact sur notre vie à nous aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de comprendre ces répétitions et de s'en libérer aujourd'hui. Exactement, de faire le lien entre notre problématique, ce qui nous amène à consulter en fait. Moi, quand les clients viennent me consulter, ils ont une problématique, elle peut être financière, elle peut être d'ordre tout ce qui a trait à la maternité, aux problèmes de conception par exemple, elles peuvent être de l'ordre de la légitimité, des gens qui ont du mal à trouver leur place, il y a plein de problématiques qu'on peut rencontrer en consultation, et en étudiant l'histoire familiale, on met en lien par plusieurs... Il y a plein de fils à tirer en psychogénéalogie, on n'a pas qu'une seule façon d'observer l'arbre, on peut observer les dates, on peut observer les prénoms qui se répètent, on peut observer aussi les âges auxquels certains événements se répètent, les maladies qui se répètent, les accidents, les métiers peuvent dire beaucoup de choses aussi, donc vraiment c'est pas la place dans la fratrie, enfin il y a plein de petits fils à tirer pour analyser un génosociogramme. Bon, on reviendra en détail un peu plus tard dessus, justement avec quelques cas concrets peut-être pour illustrer ce que tu viens de nous dire.
J'avais une deuxième question parce que évidemment, je suis allé un peu traîner sur les réseaux, sur ton site internet. Et qu'est-ce que c'est que ce nom Alméris? Est-ce que c'est un pseudo? Qu'est-ce que ça dit sur ta pratique, sur ton intention? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, Alma Iris, en fait, c'est en deux mots, donc Alma et Iris. Donc Alma, c'est l'âme, hein, donc voilà, parce que je suis aussi, je fais de l'énergétique, je suis maître Reiki aussi, donc je fais des soins énergétiques, et donc forcément on se connecte à l'âme, et même en psychogénéalogie, c'est un peu un travail de fond, hein, sur l'inconscient, sur l'âme, donc voilà. Et Iris parce que je suis là où je suis, j'ai une vue à 360 degrés sur le paysage environnant, et que dès qu'il y a un peu de soleil, un peu de pluie, j'ai des arcs-en-ciel. Et arc-en-ciel en portugais se dit arco-iris. Et donc Alma Iris, c'était un peu une façon de voir toutes les couleurs de l'âme, puisque comme j'ai plein de petits outils dans ma mallette de Mary Poppins, et ben du coup je peux aller comme un arc-en-ciel voir plein de couleurs différentes. D'accord, ouais. Ah oui, donc tu vois, tu n'utilises pas que la psychogénéalogie, tu as vraiment Non, j'ai plein d'outils dans ma dans mallette. lesquels tu vas Ouais. piocher, ouais. Pour D'accord, ouais, pouvoir c'est ce que aider j'avais au vu. maximum. D'accord, oui, c'est ce que j'avais vu, et puis justement, je t'interrogeais un petit peu là-dessus. Alors, on va avancer un petit peu sur ton parcours. Tu nous disais en fait qu'au début, tu étais podologue. Et moi, ce que je me demande, c'est comment on passe de podologue, quelque chose qui a priori est une discipline scientifique ancrée, rationnelle, statistique, etc., à praticien en psychogénéalogie. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est un cheminement, ce sont des rencontres. En fait, comment je suis passée à la psychogénéalogie dans un premier temps, c'est que j'ai eu mon diplôme de pédicure podologue en 2010. Et en 2012, je me suis formée à la réflexologie plantaire, parce que j'avais ce côté qui m'avait toujours intéressée, surtout de se dire on peut soigner ou soulager des douleurs, des choses, parce que le corps est cartographié sous les pieds. Donc les pieds, c'est quand même les bases, c'est quand même les racines, hein, pour reprendre un peu l'image de la généalogie aussi. Ah oui. Et en fait, c'est aussi mon formateur en réflexologie qui m'a parlé en premier d'un livre du docteur Salomon Selam sur le syndrome du gisant, et comment justement les ancêtres et l'histoire familiale pouvaient influer sur les personnes d'aujourd'hui. Donc j'ai acheté le bouquin, ça m'a fascinée, et ce livre est plein d'exemples concrets, parce que c'est des années et des années de patients pour lui. Et je me suis dit, oui, c'est incroyable, c'est dingue. Et donc de là, l'idée de la psychogénéalogie m'a plus jamais quittée. J'avais un grand-père très intéressé par la généalogie, hein, de la famille, donc voilà. Et je regrette aujourd'hui de ne pas lui avoir posé plus de questions que ça sur son histoire à lui, l'histoire familiale, mais c'est trop tard. Et du coup, c'est vrai que voilà, depuis 2012, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et j'avais de façon instinctive cette capacité. Déjà, en tant que podologue, les patients se livraient à moi. Des fois, je me disais que j'étais un peu podopsychologue. Je comprenais pas toujours. Ils me disaient, ça m'a fait du bien de vous parler. Donc moi, j'adorais, je prenais vraiment plaisir à ça. Et quand ils me racontaient leur histoire, j'arrivais intuitivement, en fait, à faire les liens, à dire, mais attends, là, il y a une ficelle à tirer, et puis on arrive là, et puis comme ça. Et ce qui me manquait ensuite, c'était, ok, maintenant que la personne m'a raconté son histoire, et que j'ai trouvé le pourquoi du comment, et que la personne en face l'a compris aussi, parce que c'est ça aussi tout le but de l'accompagnement, qu'est-ce que je fais de ça ? Comment je libère la personne de cette histoire-là ? Et c'est comme ça que du coup j'ai voulu, là, avec mon expatriation et le fait que j'avais du temps pour ça et que c'était le bon moment pour moi, j'ai trouvé la bonne formation, la bonne personne pour m'accompagner. Coucou Jennifer, si tu passes par là. Et j'ai fait cette formation et pour avoir les outils de fin d'accompagnement, savoir comment on libère la personne, comment on arrive à le faire passer au-dessus de sa problématique. Ok, bon, on reviendra là-dessus en détail un petit peu plus loin. Juste pour clarifier les choses, tu nous parles du syndrome du gisant. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est ? Alors, le syndrome du gisant, c'est comme si... le sous-titre de ce livre, c'est un subtil enfant de remplacement. Le syndrome du gisant, ça va être quelqu'un qui va avoir l'impression de ne pas vivre sa propre vie. Je vais donner un exemple très concret qui est dans un des livres du docteur Salomon Selam. Mais avant, je vais quand même mettre une petite parenthèse, c'est que on voit beaucoup de choses sur internet, sur le syndrome du gisant, sur le jumeau perdu, sur tout ça. Et on voit des gens arriver en consultation en ayant l'impression qu'ils cochent toutes les cases du syndrome du gisant ou du jumeau perdu et qu'ils pensent avoir trouvé la solution à leur problème. C'est pas toujours le cas, c'est pas parce qu'on est parfois un peu à côté de nos pompes qu'on est forcément un gisant.
Hein, on peut pas se déterminer gisant tant qu'on n'a pas trouvé dans l'histoire familiale vraiment d'où ça vient. Ouais. Voilà. Et par exemple, le docteur Selam avait reçu en consultation une jeune fille très frêle, habillée en noir, donc très terne, qui ne savait pas pourquoi elle ne supportait pas d'avoir quelque chose autour du cou. Jamais, elle n'avait jamais eu de problème particulier, mais les colliers, les bijoux, enfin quelque chose autour du cou l'oppressait énormément. Et en cherchant dans son histoire familiale, elle s'est rendue compte que elle avait un grand-oncle, ou enfin en tout cas un ancêtre, mais qu'elle avait même pas connu en fait, et dont elle ne connaissait connaissait même pas l'histoire, qui s'était pendu le même jour, à quelques années d'intervalle, que sa date de naissance à elle. Et en plus de partager cette date commune, le monsieur, je n'ai plus le prénom en tête, mais il s'appelait Jean, elle s'appelle Jeanne. Tu vois, il y avait vraiment cette répétition de dates, de prénoms similaires, et en fait, elle portait le traumatisme familial de la mort brutale de ce grand-oncle qui avait traversé les générations, parce que la grand-mère ou l'arrière-grand-mère avait été traumatisée par la mort de ce monsieur, et puis ça laisse en fait dans les générations suivantes des traces. Et elle, ce qu'elle savait pas, ce qu'elle a su après, c'est que le tonton s'était suicidé par pendaison, et elle ne supportait pas en fait d'avoir quelque chose autour du cou. Là, on peut parler vraiment de gisant. D'accord. Ah oui, c'est quand tu récupères vraiment un trauma de quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, en fait, comme si elle culpabilisait, elle, de vivre, ou si elle ne méritait pas de vivre, elle avait ce côté un peu très frêle, invisible, couleur noire, enfin, c'était pas la fille... Après, on peut avoir l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'on peut avoir la personne qui vit pour deux, dans l'excès. D'accord. Alors, pour revenir à ton parcours, comment s'est fait justement cette transition auprès de ton entourage, où t'expliques à justement ton entourage que j'arrête de faire podologue maintenant, je vais faire de la psychogénéalogie. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que ça a été reçu? Alors déjà, j'ai arrêté de faire podologue au moment où je me suis expatriée, donc la justification était toute trouvée, puisque du coup, en plus, il y avait quand même la frontière de la barrière de la langue. Le portugais, j'avais que très peu de base, et alors mener une consultation de podologie en portugais, j'en étais clairement incapable. Et puis c'était nouvelle vie, nouveaux projets, et donc aujourd'hui, mais les gens dans mon entourage ou mes amis et tout, ils me disent mais de toute façon, t'étais faite pour ça. Enfin, ça étonne pas les gens en fait, parce que j'ai toujours eu cette capacité à écouter, cette capacité à analyser, cette capacité à donner des solutions, à aider les gens aussi spontanément. Donc en fait, il n'y a pas forcément de surprise. Et puis quand ils me voient épanouie, et ils voient exactement que je suis là où je dois être. Donc ils sont contents en fait. D'accord. Après, certains ont l'impression c'est bien, tu travailles sur l'histoire, du coup tu vas libérer toute la famille. Ouais, en fait non, parce que la psychogé, c'est quand même, par exemple, moi qui travaille sur ma problématique, alors ça peut faire bouger les lignes, mais à un moment, si vous voulez libérer, vous devez consulter, pas moi, puisque entre familles c'est compliqué de gérer une consultation de l'histoire familiale. Voilà, mais faites-vous accompagner. Je vais pas bosser pour vous. Vous avez votre histoire, j'ai la mienne. Ok, donc on va avancer un petit peu là, dans ta pratique. Donc, tu nous as expliqué, là, on a compris que la psychogénéalogie, je vais y arriver. Psychogé, ça marche aussi. C'est beaucoup connu. Psychogé, voilà. Bon, psychogé. Psychogé. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, la psychogé, ça servait. Un des objectifs, en tout cas, c'était vraiment de comprendre et de libérer les fardeaux émotionnels, les fardeaux qu'ont vécu nos aïeux, quoi, de s'en débarrasser. Alors, concrètement, comment ça se passe, une séance chez toi? Voilà. Moi, j'arrive, par exemple, je viens de voir, je dis bonjour Davia, je comprends pas, j'ai telle et telle problématique. Comment ça se passe? Ouais, comment tu fais? Est-ce qu'il y a un travail d'enquête? Comment ça se passe? Alors, un travail d'enquête, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas... Moi, je vais pas faire l'enquête de mon côté. Pour le coup, je suis pas généalogiste. Je suis pas à la recherche d'héritiers ou d'histoire. C'est la personne qui va venir avec son histoire.
Quand on arrive à la première séance, déjà, pour moi, la première séance, elle est souvent basée sur, justement, la personne arrive avec sa problématique, on va fixer un objectif, c'est-à-dire un peu une ligne de conduite, un espèce de fil qu'on va suivre. Et on part de cet objectif, parce que sinon, quand on a un arbre, avec toute une histoire familiale, on a vite fait de trouver des problèmes, des liens, enfin tout plein d'histoires, qui n'ont rien à voir forcément avec ce que la personne met sur la table aujourd'hui. Et le but, c'est pas qu'elle reparte avec son sac à dos chargé encore plus de cailloux que ce qu'elle avait en arrivant. Donc, on va fixer un objectif, il vient avec une problématique, on va fixer un objectif de voilà, je suis comme ça aujourd'hui, je veux être comme ça. Et à partir de ça, ça va me donner un fil à suivre pour aller chercher dans l'arbre les liens qui résonnent avec la problématique actuelle. Ça, c'est pour la première séance, de voir en quoi ça pose problème dans son quotidien, comment ça se traduit, dans quelle situation c'est le plus gênant, tout ça. Et parfois aussi, les faire réfléchir à quel bénéfice ils tirent de cette situation, enfin quel bénéfice les personnes vont tirer de cette situation, parce que, ok, la situation te dérange, mais en même temps, t'en sors pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette situation qui fait que t'en sors pas ? Bien souvent, les personnes me disent et puis ils prennent conscience que elle me dérange la situation, mais comme c'est celle que je connais, je me sens en sécurité dedans. J'ai peur d'en sortir parce que je sais pas ce qui m'attend une fois que je me serai sortie de cette situation-là. Tu vois ? Donc il y a ce bénéfice parfois de sécurité. Ouais. Est-ce qu'il faut venir avec son arbre généalogique la première fois ? Est-ce qu'il faut qu'on l'ait fait ou comment ça se passe ? Non, pas du tout. La première fois, non. Souvent, à la fin de la première séance, enfin, une fois qu'on a fait l'objectif ensemble, moi, j'ai un petit document que je donne aux personnes pour les guider dans la construction, parce que si je leur dis faites un génosociogramme, on se revoit à la prochaine séance, ils partent, ils sont paumés. Par où je commence, qu'est-ce que je dois faire ? Donc je donne un petit document pour les aider juste à noter, ok, maman s'appelle comme ça, date de naissance, papa, les dates de mariage, s'il y a ou il n'y a pas, mais le but, c'est pas de remplir tout le document. Des fois, des trous, ça veut aussi dire beaucoup de choses. Des informations qu'on n'a pas, ça peut vouloir dire des choses, donc faut pas se mettre la pression en disant faut que j'en remplisse tout, faut que je connaisse tout. Non, parce qu'en fait, les séances, c'est un échange. Et en fait, des fois, c'est en parlant, ils vont raconter quelque chose, et bim, ça va rallumer un autre souvenir venu de on ne sait où. Dire, ah mais ouais, mais attends, ma grand-mère, en fait, je me rappelle, j'avais entendu ça. Enfin, et du coup, c'est un échange. Donc, ils viennent pas... Eux, ils peuvent dessiner leur arbre, mais moi, avec ce qu'ils me disent, je me le dessine, leur génosociogramme, parce que je gribouille, parce que je mets mes couleurs, parce que comme ça me permet d'avoir aussi les liens qui se font sous les yeux. Et une fois ce géno fait, le but, c'est de les amener à conscientiser les liens. C'est-à-dire que moi, je les vois puisque c'est mon boulot. Mais je vais pas leur amener la réponse sur un plateau. Parce que si je leur amène la réponse sur un plateau, souvent ils vont le dire. Ah oui, ah ok, je comprends. Mais t'as compris que à moitié, parce qu'en fait, c'est pas toi qui as fait tout le cheminement. Donc, je vois le lien, et par des questions, en les faisant parler et tout, et ben, à un moment, ils vont dire ah bah oui, et là, on le voit à ce moment, en fait, presque des lumières qui s'allument, des yeux qui s'écarquillent, le moment de la conscientisation, à chaque fois je me dis là c'est bon, il a compris. Ouais. Et donc il te faut quoi comme information sur les ancêtres ? Alors tu prends quoi ? Le nom, prénom, date de naissance ? Est-ce que tu as besoin d'autre ? Moi je prends tout ce que je peux prendre. C'est-à-dire que, comme je dis aux personnes, c'est sans filtre. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une relation de confiance avec le praticien. Parce que les personnes, elles viennent en accompagnement, elles vont déposer leur histoire familiale qui peut parfois être lourde, avec des sujets considérés comme tabous, de violence, d'inceste, de viol. Donc vraiment, faut avoir une confiance aveugle en son praticien pour pouvoir déposer tout ça et être capable de tout dire, parce que le problème après, c'est que s'il y a de la rétention d'informations, ça se trouve c'est le petit lien qui nous manque à nous pour aller au bout de l'accompagnement de façon correcte. D'accord. Donc après, au niveau des informations, c'est les prénoms. Les noms de famille aussi peuvent être très parfois parlants. Date de naissance, date de décès, date de mariage, date de divorce, toutes les dates. Et puis tous les événements familiaux importants, les maladies, les déménagements, les accidents, tout ce qui... Même ce qui semble... Moi, comme je dis, si ça vous semble pas pertinent, mettez-le quand même. Ça peut servir. Ou pas, mais au moins, on aura l'info. D'accord. Donc, alors, tu explores comment un peu les prénoms, les sens, les messages cachés derrière les prénoms. Tu nous parlais tout à l'heure d'un monsieur qui s'est pendu, qui s'appelait Jean, et que la fille ou la petite fille, je ne sais plus, qui s'appelait Jeanne, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'un prénom porte en lui comme héritage ? Je sais pas, comme... Un prénom, il peut porter énormément de choses. Après, c'est qu'un fil. J'ai des accompagnements où les prénoms, entre gros guillemets,
ne vont pas m'apporter d'informations. Mais les prénoms, on peut les lire sous plein de spectres différents. Et ça peut apporter beaucoup d'informations sur notamment peut-être ce que les parents voulaient transmettre à cet enfant, notamment quand on donne à l'enfant le prénom du grand-père, ou enfin voilà, comme un hommage, mais des fois les prénoms c'est un hommage, mais pour celui qui le porte ça peut être un fardeau. On se sent investi d'une mission, peut-être d'être aussi bien et héroïque que le grand-père mort à la guerre, alors qu'on n'est pas du tout fait pour être un soldat ou pour être héroïque, on est plutôt timide, on est plutôt si. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et les prénoms, on va les étudier sous plein de spectres différents. Il y a le prénom, on va étudier ce qu'on appelle un peu le mythe, le saint qui est associé, enfin l'histoire du prénom qu'on connaît tous, un peu, Saint machin il faisait ça, Saint truc il faisait ça, tiens Louis c'est associé au roi, enfin voilà, tu vois, tout ce côté un peu mythe, histoire, tout ça. On va aussi demander à la personne si elle sait pourquoi ses parents l'ont appelé comme ça, tu vois, est-ce qu'il y avait une raison particulière, parce que moi je suis persuadée que le prénom n'est jamais donné par hasard. Ça peut être complètement inconscient, mais c'est jamais par hasard. Après, on va écouter ce qu'on appelle le langage des oiseaux. C'est-à-dire, quand on écoute le prénom, qu'est-ce qu'on entend dans le prénom ? Tu vois ? Par exemple, moi je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, pour mon prénom, que j'ai pas aimé pendant très longtemps. Parce que moi je voulais m'appeler Camille et Marine comme toutes mes copines. Davia, c'était trop original. Et j'ai fait, mon troisième prénom c'est Marie, et je voulais me faire appeler comme ça, parce que c'était plus facile, ça passait partout. Et en fait, là, il y a quelques mois, bon, je l'ai accepté mon prénom depuis, mais il y a quelques mois, je me suis dit, mais attends, Davia, si tu écoutes Davia en langage des oiseaux, et d'être au Portugal m'a aidé, puisque du coup, ça a résonné plus, mais c'est Davia, celle qui donne la voix, qui montre le chemin. Et c'est hyper aligné avec ce que je fais dans mes accompagnements, en fait. Mais, donc ça marche en portugais, ça marche en espagnol, mon arrière-grand-père est espagnol, ça marche en corse, puisque c'est un prénom corse aussi, donc en corse italien, ça marche. Et je me suis dit, ok, ce prénom que ma mère a choisi quand elle avait 14 ans, fait, ouais, ah oui, j'étais même pas née, elle avait vraiment 14 ans, elle avait lu ça dans un livre qui s'appelle Contes et légendes de Corse, où Davia, en fait, est une jeune fille corse qui est enlevée par des pirates, avec sa famille, vendue à un moment à quelqu'un en Tunisie, puis après, son père est libéré, puis elle part au Maroc, elle devient la favorite du sultan du Maroc. Et donc Davia, aussi en arabe, c'est écrit Dawiya, ça veut dire la lumineuse, donc c'est aussi celle qui met la lumière, quoi. Donc il y a quand même, tu vois, un mythe derrière ce prénom assez assez important, tu vois. Mais en langage des oiseaux, voilà, alors en langage des oiseaux portugais, espagnol, italien, moins français, mais voilà, latin en fait, Davia, c'est celle qui montre la voie. Et j'ai trouvé ça, mais j'étais sous ma douche, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, mais ça me colle parfaitement à la peau. Tu vois. D'accord, ouais, ok. Et donc ça, tu peux travailler ça sur n'importe quel prénom, comme ça, tu peux réussir à retrouver. D'accord. C'est ça, voir ce qu'on entend, travailler aussi avec quand on mélange les lettres, on fait un petit coup de checker sur les lettres et on sort les anagrammes. Quels mots on arrive à former avec le prénom. Par exemple, les Jean, les Agnès, tout ça, c'est des mots, des prénoms avec lesquels, en mélangeant les lettres, on fait le mot ange. Et donc, on peut retrouver parfois, dans les arbres généalogiques, des bébés mort-nés, des grossesses interrompues, des choses comme ça. Les Sylvie aussi. Sylvie, alors Sylvie, c'est un prénom de gisant par excellence. Je dis pas que toutes les Sylvie sont des gisants, mais toutes celles que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant portent quand même cette tournure-là du prénom de si il vit, en fait. Donc, les Sylvie arrivent souvent après un enfant mort-né ou en tout cas un aîné décédé. Voilà. Ok, d'accord. J'ai vu aussi que tu utilisais comme outil le Human Design, enfin tu en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour s'il y a des auditeurs qui découvrent ce podcast-là en cours de route. J'ai interviewé Céline Grosbois, justement, qui fait du Human Design. Donc, je vais mettre le lien par là, je sais pas trop où ça va apparaître, on verra bien. Donc comment est-ce que cet outil-là, tu arrives à l'articuler avec ton travail sur la généalogie ? Eh ben justement, c'est tout ce que je suis en train de tester.
Parce qu'en Human Design, donc sur notre carte Human Design, il y a les planètes et il y a aussi ce qu'on appelle les nœuds nord et les nœuds sud. Et le nœud sud, c'est un peu le nœud de tout ce qu'on porte de transgénérationnel. Et donc moi j'entends transgénérationnel, je fais de la psychogé, je me dis boum, fusion. Et je voulais voir dans mes accompagnements si les personnes, enfin la problématique des personnes était en lien avec la porte qui était sur leur nœud sud en Human Design. Des retours que j'en ai, enfin des analyses que j'en ai pour l'instant, la porte ne parle pas de la problématique de la personne en elle-même, mais plutôt de la stratégie d'adaptation qu'elle a mis en place par rapport à sa problématique. D'accord. Alors juste pour préciser quand même brièvement, hein, le Human Design, c'est on cartographie la nature et ton fonctionnement énergétique. C'est ça, c'est un outil pour connaître son fonctionnement propre et la meilleure façon de prendre des décisions alignées pour que tout soit fluide. Ouais, c'est ça, avec ton fonctionnement, avec tes caractéristiques énergétiques, en fait. C'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est hyper intéressant parce que c'est les lectures que je fais à mes clientes, elles me disent mais incroyable, tu me connais pas et c'est bluffant quand même. Tu viens de me décrire en fait. C'est incroyable. Et donc justement, cet outil, ce Human Design, est-ce que ça permet d'aider quelqu'un qui vient de consulter à se réapproprier sa nature face justement au poids de l'héritage familial là, qu'il récupère? Alors, pour l'instant, j'ai pas encore dans mes accompagnements couplé les deux, justement parce que j'attendais de faire ma petite étude statistique à moi pour éventuellement derrière faire une offre qui couplerait vraiment le transgénérationnel, la psychogé et le Human Design, donc ce qu'on est aujourd'hui, comment on fonctionne et tout ça. Et par contre, j'aime bien générer les cartes des clients que j'accompagne parce que de par leur type énergétique, et même sans générer la carte, à force, j'arrive à me dire tiens, elle va être ça, elle va être ça, lui va être ça. Et ça aide en fait à appréhender la façon dont on va leur parler, la façon dont on va leur donner les informations ou leur mode de fonctionnement à eux, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et dans l'accompagnement, ça peut être vraiment un plus. Ok. Donc c'est encore en chantier, quoi. Pour le lien entre le nœud sud et la psychogé, oui. J'attends vraiment, parce que là, pour le coup, c'est sur les accompagnements que j'ai fait, c'est toujours bien tombé, ou en tout cas c'est cohérent. Mais est-ce que j'ai juste eu la chance de tomber sur ce qui était cohérent et à côté je vais tomber sur des incohérences totales ou pas? Donc je continue. Faut voir comment ça fonctionne. Petits accompagnements pour voir comment après je peux monter cette offre qui combinerait les deux et faire prendre conscience aux personnes des liens entre tout. Ouais, ok. Est-ce que tu aurais une anecdote une ou plusieurs anecdotes à nous partager, ou un cas marquant de quelqu'un qui est venu te consulter et ou la mise en lumière justement d'un secret de famille, d'un héritage familial ou quelque chose comme ça, a déclenché un déblocage chez la personne? Alors, j'ai eu ce qui m'a marqué, et c'était avant que je fasse ma formation, et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que j'ai la suite pour aider la personne à aller au bout. J'étais encore podologue à l'époque, et je faisais une séance de réflexologie plantaire. Et j'avais senti au niveau de la zone des poumons une très forte oppression, je l'avais même senti moi physiquement, et je dis à la personne, mais vous êtes oppressée, tout ça? Elle me dit, oui un peu, parce que là on arrive à l'anniversaire de décès de mon papa et c'est jamais une période facile pour moi. Et puis on parle un peu histoire familiale, et elle m'apprend que elle a eu un frère qui est décédé à 18 mois, très longtemps avant sa naissance à elle. Donc c'était le premier fils de ses parents. Et donc ce petit frère, son grand petit frère, est décédé, et sa mère est tombée dans une profonde dépression. Et au bout de 9 ans de dépression, le médecin a dit à sa mère, écoutez, la seule façon entre guillemets de vous sauver, c'est de refaire un enfant. Bon, pas sûr que ce soit le meilleur traitement au monde, parce que bonjour, là j'avais une gisante pure devant moi, parce que cet enfant est arrivé en remplacement du petit décédé.
Et le pire dans tout ça, c'est que en fait, cette femme-là a eu tous les jours depuis quasiment toujours, et encore plus depuis le décès de sa maman, la photo de ce bébé sur sa table de nuit. Donc, ce bébé qu'elle n'avait jamais connu, puisqu'il était décédé 9 ans avant sa naissance, c'était la première chose qu'elle voyait le matin. C'était la dernière chose qu'elle voyait le soir. Elle vivait avec un espèce de bébé mort, mais qui plus est qu'elle n'avait jamais connu. Et là, elle me raconte ça, elle me dit « mais je l'ai jamais dit à personne ». Et il y a une lumière qui s'est allumée en disant « mais c'est pas normal cette photo, faut que je la bouge quoi ». Je dis « oui, la jetez pas parce qu'il fait partie de votre histoire, hein, ce grand frère. Mais la mettez pas sur votre table de nuit. Il doit pas vous accompagner du début de votre journée à la fin de votre journée. Vous l'avez pas connu, vous êtes venu le remplacer, enfin c'était vraiment... Et elle portait un vrai prénom de gisant en plus, c'était vraiment écrit. Hein. Donc, et ce jour-là en fait elle s'est réappropriée un peu sa vie. Je crois qu'elle l'a mis sur le buffet du salon, enfin quelque part dans la maison comme des photos de famille quoi, mais c'était vraiment et elle le disait, on voyait dans sa vie, hein, elle avait été très très fusionnelle avec son papa toute son enfance parce qu'elle était très garçon manqué. Elle venait vraiment remplacer ce petit garçon. Et puis quand elle a commencé à avoir des formes de femme à l'adolescence et tout, bah son papa s'est un peu détourné d'elle. Parce que c'était plus le petit garçon qu'ils avaient perdu. Donc là, c'était vraiment très 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 important. Ça avait un vrai impact sur sa vie. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et quel est le blocage comme ça transgénérationnel qui revient le plus souvent, que tu observes le plus souvent chez les consultants qui viennent te voir? Chez les personnes qui viennent me voir, c'est une histoire de place, de légitimité. Genre d'être à sa place, d'avoir le droit d'être à sa place et d'exister pour qui ils sont. Ça peut avoir plein d'origines différentes. Hein, la légitimité peut y avoir plein d'origines différentes. Ça peut être arrivé après un enfant décédé ou une fausse couche, ou pourquoi moi j'ai vécu et pas lui, un jumeau perdu, hein, on en parlait tout à l'heure, quand il y a des grossesses gémellaires et qu'un des jumeaux décède, pourquoi moi j'ai vécu et pas lui. Donc voilà. Ça peut être aussi une espèce de lignée de femmes sacrificielles qui se sont toujours sacrifiées pour leur famille, pour leur mari, pour leurs enfants, et nous on est là et on n'ose pas prendre notre place de femme entrepreneur parce que non, la femme elle doit être petite. Il y a cette histoire de place et de légitimité à être et à exister qui revient souvent. Et ouais, ça va aussi après avec des fois aussi les blocages financiers. Ok, ouais, d'accord. On va aborder une partie un peu plus éthique, responsabilité, etc. Depuis tout à l'heure, moi j'ai une question qui me trotte parce que ça fait aussi un peu écho avec mes pratiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les consultants justement qui viennent te voir de remettre un peu tous leurs problèmes sur le dos des ancêtres qui leur ont refilé la patate chaude et tu sais un peu quelque part de pas voir que certains de leurs problèmes c'est eux aussi qui se les créent, quoi. Alors c'est pas forcément un risque. Déjà, voilà, le fait de définir l'objectif en début de séance, on ne leur refile pas plus de problèmes que ce qu'ils avaient en arrivant. C'est ça déjà, c'est d'avoir le fil conducteur, je viens pour cette problématique, on va chercher les liens avec cette problématique. Déjà, c'est ça. Faut pas commencer par l'arbre et arriver à la personne. Sinon, là, on la charge de choses pour lesquelles elle n'était pas venue. Après, moi, je le vois des fois, il y a les liens transgénérationnels, il y a aussi l'expérience de vie actuelle de la personne. Et je leur dis par contre, ça, voilà, ok, il y a les liens transgénérationnels, par contre, ça vient de votre expérience de vie. Et ça, là, c'est vous. Mais c'est là où il faut être aussi en raccord et honnête avec la personne. Ouais, oui, voilà. Il faut bien réussir à dissocier ce qui leur appartient et ce dont ils héritent, en fait, quoi. Et puis, ce qui est très, très, très important aussi, ma formatrice mettait un point d'honneur là-dessus, et je mets le même point d'honneur à faire ça, c'est qu'en psychogénéalogie, on cherche pas des coupables. C'est-à-dire, ouais, mais ok, j'arrive pas à gagner de la thune, c'est de la faute à Pépère Jean-Claude, quoi. Non,
Non, en fait, on va mettre de la conscience sur le fait que ton arrière-grand-père, il a fait faillite, que avoir son entreprise, du coup, c'est dangereux parce que sa faillite a mis la famille en péril, hein, par manque d'argent, tout ça, ça a eu des conséquences. Du coup, toi, aujourd'hui, ton business, t'as du mal à le faire décoller parce que y a cette espèce de traumatisme familial, hein, et cette croyance familiale qui s'est ancrée de génération en génération que d'avoir sa société, c'est dangereux parce qu'on risque de tout perdre et parce que derrière, la famille se retrouve en difficulté. Et donc, par croyance familiale et même parfois par loyauté familiale, c'est-à-dire je vais pas sortir du rang, je vais rester loyal à mon clan, parce que la famille c'est un clan et on est loyal au clan, on va mettre une conscience sur l'histoire de l'arrière-grand-père, on va comprendre, mais on va lui rendre ce qui lui appartient, mais sans le rendre coupable, parce que le grand-père il a fait comme il pouvait, à l'époque où il pouvait, parce que aussi en psychogé, on remet tout dans le contexte historique de l'époque. Évidemment, ce qui nous paraît absurde en 2026 était complètement admis au 19e siècle. C'est là où aussi il faut avoir des notions socio-économiques, historiques, enfin tout ça, parce que des fois il y a même des dates qui se répètent. Il faut se dire, ah bah oui, mais c'est marrant, là c'est un lien avec l'histoire, le 14 juillet, les décapitations des choses comme ça. donc voilà, et vraiment en psychogénéalogie, on va venir rendre à César ce qui appartient à César, sans rendre César coupable du fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à monter son business, quoi. Ah, ok, d'accord. Alors justement, comment tu fais pour libérer les personnes de ça? Par exemple, je récupère l'héritage transgénérationnel du grand-père, de l'arrière-grand-père, peu importe ce que c'est. Comment tu fais pour libérer la personne de ça une fois que c'est identifié, compris Une fois que ça a été identifié et conscientisé par le client en accompagnement, je leur donne... Alors, on va faire ce qu'on appelle un acte libérateur, ou un acte symbolique, ou les deux, ça dépend vraiment. Après, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous, on adapte aussi. Moi, j'ai accompagné une personne qui était en situation un peu de handicap, et un acte libérateur, c'est un acte qu'on doit écrire de la main opposée, ça peut être parfois très long, et cette personne-là n'avait pas les capacités de concentration pour pouvoir faire ça, donc j'ai adapté, j'ai fait un tout petit acte, et puis j'ai donné aussi des actes vraiment symboliques à faire dans la matière, quoi. Donc, il y a deux solutions. L'acte libérateur, c'est ce qu'on appelle un acte de déprogrammation, reprogrammation. On va déprogrammer les anciennes croyances, et, la nature n'aimant pas le vide, on va reprogrammer les nouvelles croyances et ce vers quoi on veut tendre, en fait. Parce que le cerveau a cette fameuse capacité à intégrer les choses et, comme si elles s'étaient vraiment passées. Quand on imagine des fois certaines scènes, quand on visualise certaines choses, il y a beaucoup d'exercices en coaching où on fait ça, c'est comme si, ça c'était pour le cerveau, c'est enregistré comme si, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ouais. Voilà. Et donc en donnant cet acte de déprogrammation, reprogrammation, alors il y a tout un protocole à faire, hein, écrire le texte de la main gauche, le brûler, jeter les cendres dans les toilettes pour la déprogrammation, puisque du coup on se libère de choses qu'on ne veut plus, et puis reprogrammation, on écrit, on brûle, et puis on jette là où ça a un sens de vie, de renouveau. Donc ça c'est pour les actes libérateurs écrits, et il y a les actes symboliques où parfois ça peut être faire un espèce de montage photo où la personne est plus grande que les personnes de sa famille, comme si elle reprenait le pouvoir sur sa propre vie, elle qui a toujours été écrasée par cette famille. On peut faire aussi dessiner un arbre généalogique à l'envers, c'est-à-dire au lieu de partir de nous en bas et les ancêtres au-dessus qui quelque part nous écrasent, on se met nous en haut et on est le sommet de la pyramide avec les ancêtres en dessous, qui ont été nos racines. D'ailleurs, on dit c'est nos racines, donc je sais pas pourquoi les arbres on les fait toujours dans l'autre sens comme si les ancêtres venaient des branches, ils sont nos racines. Ça pousse la racine. Bah ouais. Et tu vois, ça redonne le pouvoir à la personne qui est en haut de l'arbre. Voilà, donc les actes symboliques, il y a un bouquin d'Elisabeth Horowitz qui est bien fait, alors parfois complètement tiré par les cheveux, mais très très symbolique dans la façon de faire. Et donc des actes symboliques, on peut aussi les ancrer dans la matière. On peut aller, pour un bébé mort-né dont le deuil n'a pas été fait et qui pose aujourd'hui des questions de fertilité, de maternité, aller faire un petit enterrement symbolique, enterrer une tétine. En fait, reconnaître le décès de ce bébé dans la famille et l'intégrer à l'arbre généalogique, lui redonner sa place. Et montrer, déprogrammer le fait que tous les premiers-nés de la famille, par exemple, décèdent. Ce qui peut bloquer vraiment une jeune femme à avoir des enfants. D'accord, ouais.
qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un de sceptique par rapport à justement ces actes symboliques là? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour pour l'amener justement à sauter le pas, à entrer dans cette démarche? Bah, je pourrais lui dire que ça n'a rien de magique. On travaille avec l'inconscient. L'inconscient, c'est étudié depuis des années et des années. C'est pas quelque chose de perché. La psychogénéalogie n'est pas quelque chose de perché. Et en fait, du coup, on se libère de ça parce qu'on va travailler sur l'inconscient, la croyance, le programme en fait de la personne. Et les personnes, vu qu'il y a eu tout le processus d'accompagnement avant, déjà, ils sont pas réfractaires à la fin. Parce qu'ils ont fait les liens, ils ont réussi, tu vois, à conscientiser les choses et à se dire « Ah bah oui !» Et puis on travaille sur leur histoire familiale, je sors pas du chapeau les événements ou les dates. Hein. Mmh. Tu vois, il y a ce côté vraiment où en fait, je leur dis « Vous êtes comme un ordinateur. Votre cerveau, c'est comme un ordinateur et on va mettre une mise à jour, un nouveau programme. » quoi. D'accord, ouais. Ouais, donc du coup, les gens qui viennent sont déjà dans la démarche de se dire il faut que je trouve une solution. T'as pas, parce que moi, ça m'arrive des fois d'avoir, c'est souvent des hommes d'ailleurs, qui viennent et qui disent bon, moi, je crois pas trop à ces conneries, mais c'est parce que ma femme, elle m'a dit de venir, alors je viens vous. Et puis qui attendent, comme ça, t'as pas des gens comme ça. Non, en psychogé, non, parce que en fait, quand les gens viennent en psychogé, en général, c'est pas la première porte à laquelle ils frappent. C'est qu'il y a eu des années, des mois, voire des années, d'accompagnement derrière par divers thérapeutes, diverses thérapies. Enfin, ils ont un peu épluché tous les outils possibles et à leur disposition. Et il y a des avancées, évidemment, parce qu'ils prennent conscience des choses, mais il manque toujours ce maillon de « Ok, j'ai conscientisé, mais d'où ça vient? Pourquoi j'ai ça ?» Enfin, et donc, quand ils toquent à la porte de la psychogé, il y a un travail qui est déjà fait. Certains arrivent déjà avec certaines réponses, mais juste le « Pourquoi ?» Voilà, j'ai compris qu'il y avait ça, pourquoi il y a ça? Ben, on va explorer l'histoire familiale pour trouver d'où ça vient. Et ça peut arriver parfois que ça bloque, tu trouves pas la solution? Alors pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, est-ce que ça pourrait arriver? Oui, peut-être. Peut-être parce qu'on n'a pas tous les éléments. Peut-être parce que la personne ne nous les a pas tous donnés ou parce qu'elle ne les sait pas. Mais en général, quand on connaît un minimum son histoire familiale, y compris même parce que les enfants, les personnes, des fois, disent « Ouais, mais j'étais un enfant abandonné. Oui, mais j'étais adopté. » Mais des fois, on récupère aussi les patates chaudes de sa famille d'adoption. Hein. C'est pas qu'une histoire de gènes. Donc il y a de la chance, il a deux lignées pour choper les patates. C'est sympa, il en a 2 fois plus. Mais moi, ça m'est jamais arrivé de bloquer sur un cas et de ne pas trouver la solution. Si ça arrivait, je serais honnête et je dirais, écoutez, là, je ne vois pas d'où vient le problème. Ouais, d'accord, ok. Comment est-ce que tu gères un peu la mise au jour, la révélation d'un secret un peu lourd ou d'un, je sais pas moi, d'un trauma qui est vraiment pesant, quand tu le dis à la personne, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu vas de but en blanc? Est-ce que tu mets des gants? Comment tu fais? Ou est-ce que parfois il y a des choses que tu préfères ne pas dire? Bah, si ça n'a pas de lien avec la problématique de la personne, je vais pas lui rajouter un truc que j'ai pu voir, ou enfin voilà. Après, des fois les personnes, quand ils entament un processus, un accompagnement en psychogé, ils vont commencer à questionner leur famille. Parfois même les amis de leur famille, parce que les amis sont plus aptes à parler que la famille parfois. Dire « Ah bah oui, mais ton grand-père, tu sais pas, ou ta grand-mère, ou ta mère... » Enfin, tu vois, les amis vont presque parfois être plus au courant, en tout cas plus enclins à raconter les histoires de famille que la famille elle-même. Donc tout le travail d'enquête, entre guillemets, se fait par la personne. Après, elle a les infos ou elle les a pas, ça c'est autre chose, mais de toute façon, comme je leur dis, il n'y a pas besoin non plus de remonter sur 6 générations. Hein. Quand quelque chose se répète en 2-3 générations, grands-parents, arrière-grands-parents, mais déjà parents, grands-parents, enfin, si ça se répète là, c'est que ça se répète aussi au-dessus. Le but, c'est pas forcément d'aller retrouver le noyau originel du problème. Parce qu'à un moment, on connaît pas, déjà il y en a, ils ont du mal à connaître l'histoire de leurs grands-parents. On va pas leur demander de savoir ce qui s'est passé en 1600 dans la famille, quoi. Enfin, c'est pas possible. Il faudrait qu'on commence tous à écrire un peu un journal intime familial, qu'on transmette génération en génération, tu sais. Mais voilà, après, s'il y a des choses à dire, je vais pas les dire de but en blanc. Ça va être comme
le nœud du problème. Je vais les amener à essayer de voir eux-mêmes. Genre, qu'est-ce qui dans votre arbre, résonne avec ça, enfin, tu vois, vraiment, tout le travail, il est là d'amener la personne à conscientiser elle-même. Ouais, pour que la prise de conscience, elle soit plus efficace, en fait. Ouais, complètement. Parce que ce sera 10 000 fois plus fort pour la personne si elle fait le lien elle-même que si je lui dis, il y a ça. Ah oui, c'est vrai, ah oui, vous avez raison, il y a ça. Oui, j'ai raison, mais tu vas rien en faire, du coup, parce que t'as pas fait c'est un cheminement. C'est un cheminement. Ouais, c'est ça, ouais. J'en parle souvent de ça avec des personnes que j'interviewe, justement, ou comment est-ce que tu dis à la personne, parce que tu as différentes écoles, hein, justement. Ils disent tout, il y en a... ils vont garder les infos, puis moi je suis plutôt de cette école-là, à essayer d'amener la personne, même si d'entrée de jeu je sais ce qui va pas, c'est de l'amener, de la conduire pour qu'elle ait l'impression que ça y est, c'est elle qui a trouvé, qui a compris. Ouais, mais ce sera plus puissant du coup. Ça se voit tout de suite. Hein. Le cheminement est vachement plus puissant, donc c'est hyper... je me vois pas amener sur un plateau et ne rien dire non plus si c'est pertinent dans l'accompagnement. Bien sûr. Ouais. Après, en psycho-G, tu peux aussi être amené... la personne, elle vient pour une problématique parce qu'elle traverse ça à l'instant T de sa vie. C'est pas dit que dans 20 ans, je la revois pas pour une histoire de business ou d'entreprise. Tu vois, les problématiques vont peut-être se dévoiler à certains moments de leur vie. Ou à un âge charnière, parce que dans la famille, à 39 ans ou 54 ans, il se passe toujours un truc. Ouais, c'est un peu la question que j'allais te poser, justement. Parce que quand tu dévoiles un problème, est-ce qu'après, ça n'en dévoile pas un autre, quoi, tu vois? Non, alors, quand on dévoile un problème, ça en dévoile pas forcément un autre. Par contre, des fois, les gens arrivent avec un problème. Et en fait, comme disait Jennifer, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, j'ai un problème professionnellement, parce que si, parce que ça. Puis quand tu parles avec eux, tu vois bien que le problème, soi-disant professionnel, il est dans toutes les sphères de leur vie. Personnel, amical, relationnel, enfin, c'est pas que professionnel. Mais eux, ils ont l'impression que c'est que un problème professionnel. Donc c'est là où aussi on les guide à prendre conscience que, en fait... il n'est pas que professionnel et que l'objectif va être de libérer X ou Y chose pour libérer tout ça. Ouais, c'est ça. Il faut essayer de trouver le dénominateur commun à tous les problèmes et tu te rends compte que c'est la personne, quoi. Alors, on va attaquer une partie un peu plus personnelle, notamment concernant toi, ce que ça t'a apporté de faire de la psychogénéalogie. Est-ce que ça a changé des choses en toi? Est-ce que ça a changé ta propre posture par rapport à ton histoire? Est-ce que ça t'a permis de dépasser certaines problématiques que tu avais identifiées chez toi, que tu n'avais pas comprises, par exemple? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, pour moi, ça m'a permis de faire mon arbre généalogique, mais d'une façon, mon génosociogramme, justement. Et ça m'a permis de comprendre... moi, j'avais une vraie problématique, et c'est familial, ça, mais de relation à l'argent. Je fais partie de ces gens qui ne se sentent pas légitimes à demander de l'argent. J'ai créé sur ma page Instagram, j'ai créé une chronique que j'ai appelée Racines et Récits, où je raconte comme ça des histoires de psycho-G, et j'ai posté cette première vidéo qui, en fait, je ne l'ai pas dit, mais est ma propre histoire. Donc maintenant tout le monde le sait comme ça. Et donc en fait cette histoire, c'est l'histoire, donc mon histoire. J'ai mis le doigt, de par mes recherches, alors je suis quand même remontée 6 générations plus haut, hein, c'est mon arrière-grand-père. J'ai pu le faire parce que j'ai retrouvé des documents de presse de l'époque, tout ça. Il a été condamné, il a été au bagne, parce qu'il avait volé, tout ça. Et c'est comme si dans les générations d'après, en fait, l'argent, il y en a eu, hein, mais il est toujours reparti. Ou des fois, il n'y en a pas eu du tout. Il y avait vraiment comme si les générations futures, enfin les générations qui lui ont succédé, continuaient à payer la dette, n'avaient pas le droit de gagner de l'argent puisque lui avait volé. Tu vois, il y avait vraiment cette notion-là. Et ce monsieur-là, c'était d'autant plus compliqué qu'en fait, il a disparu, clairement disparu. Je n'ai aucun acte de décès pour lui. Au mariage de son fils en 1873, donc tu vois, on remonte quand même très haut, il est déclaré absent. Il n'est pas déclaré décédé. Personne ne sait où il est. Je déduis qu'aujourd'hui, il est quand même décédé, hein, depuis le temps. Oui, mais j'ai fait un bref calcul. Mais toujours est-il qu'on n'a pas d'acte de décès. Donc c'est comme si la page
de ce monsieur-là ne s'était jamais refermé, en fait. Il a disparu et emmenant avec lui tous ses secrets, même le secret de sa mort, quoi. Et il a laissé vraiment des traces de problèmes d'argent, en tout cas l'argent qui restait pas, comme si on n'était pas habilité à pouvoir en garder puisque lui avait volé. Moi, en regardant son histoire, il a perdu sa maman très très jeune, hein. Il avait 12-13 ans et il avait 6 frères et sœurs. C'était le deuxième de la fratrie, mais le premier garçon. Et en fait, je me suis dit, peut-être qu'il a commencé à voler à cette époque-là parce qu'il fallait faire survivre la fratrie et que, premier garçon, 13 ans, en 1839, je crois, enfin, à un moment, il fallait des solutions. Et qu'il est tombé dans le vol comme ça, et puis qu'après, il a fait les mauvaises rencontres, enfin voilà, mais c'est pas pour lui trouver une excuse, c'est pour essayer de comprendre. Et ne pas le rendre coupable, de me dire, il a fait ce qu'il a fait, peut-être pour les raisons qui lui étaient propres, et voilà, tu vois, on est vraiment dans cette recherche de non-culpabilité. Ouais, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens. Voilà, il a fait ce qu'il a pu, il a fallu qu'il fasse survivre ses frères et sœurs, je sais pas si son père était très présent, si son père était parti quand... voilà, mais en tout cas, il a fait ce qu'il a pu. Qu'après, il ait continué en étant adulte, je me dis, c'était son parcours de vie, il savait faire que ça, voilà, il a peut-être pas eu de chance, il faisait le gay, il s'est fait toper, enfin voilà. mais vraiment, voilà, j'ai mis ça sur lui, et j'ai compris, et j'ai travaillé, j'ai libéré pour dire, ok, cette histoire d'argent, ça lui appartient, mais moi, aujourd'hui, je n'ai pas à payer pour ce qu'il a fait, et je suis légitime à être payée pour mon travail quand j'accompagne des gens. Mais quand j'étais podologue, l'argent, c'était vraiment un sujet pour moi, hein. Fixer mes tarifs, augmenter mes tarifs même d'1 €, j'étais au bout de ma vie. J'étais une des podologues les moins chères du secteur, parce que je me disais, tant que j'arrive à m'en sortir personnellement sans devoir manger des pâtes tous les midis, je vois pas pourquoi j'irais impacter mes patients. Et le nombre de fois où ils me disaient combien je vous dois, je dis non, c'est bon, je vous ai juste dépanné, quand même et tout, ouais, mais... Et oui, pourtant j'avais ouvert du matériel, je payais mes pochettes, je payais ma stérilisation, enfin... mais non, c'était bon. Donc, d'accord, ouais. Voilà. Et donc, du coup, conscient. c'est ça aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, je me dis, ouais, j'ai fait des formations, j'ai un savoir, et j'aide les gens, et ça mérite... C'est un travail, et je ne vole pas cet argent, du coup. Ben non. Voilà. Tu forces pas les gens à venir te Mais voir. ça a été un sacré travail de déprogrammation pour se sentir légitime d'être payé pour son travail. Du coup, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton rapport, dans le rapport que tu avais par rapport à toi-même, au-delà de ce problème vis-à-vis de l'argent ? Alors, ça m'a donné confiance en moi, mais ça, c'est même... Après, mon rapport à moi-même et mon fonctionnement, c'est plus le human design qui m'a aidé. Voilà. Je sais pourquoi, des fois, je disais oui alors que tout mon corps criait non, et je sentais bien qu'il criait non, et je sais pourquoi, du coup, après coup, c'était une mauvaise idée. Maintenant, ça, je le comprends, mais c'est plus côté human design que sur moi, ça a travaillé. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que on va prendre la question dans l'autre sens, est-ce que ton rapport aux autres, grâce à la psychogénéalogie, a été changé par rapport aux gens en général ? Est-ce que tu perçois les gens différemment ? Je les perçois différemment, oui et non. Disons que les gens, dès qu'on rentre dans des conversations un peu profondes ou qui disent 2-3 phrases, il y a des lumières qui s'allument chez moi, hein, à 2 doigts de leur laisser ma carte pour dire tenez, vous avez besoin d'un accompagnement. La déformation professionnelle, un peu comme quand je voyais les gens marcher dans les centres commerciaux quand j'étais podologue et que je disais toi il faut des semelles, quoi. Mais après, mon rapport aux gens a pu changer dans le sens où je me dis ok, peut-être qu'il n'y a pas des gens foncièrement méchants, il y a juste des gens qui portent une histoire... Enfin, ça vient peut-être de... Je ne vais pas dire que c'est pas de leur faute, parce qu'il y en a, c'est vraiment de leur faute, mais... mais en tout cas, oui, il y a ce côté de moi qui essaie de comprendre plus que de rester arrêté sur un jugement, genre, lui, il est con, il pense comme ça, et c'est n'importe quoi. Je me dis que derrière, des fois, il y a soit un complet désalignement human design, soit une histoire familiale très lourde, et que lui, il a un sacré sac à dos rempli de cailloux, et qu'il n'avancera pas tant qu'il les aura pas laissés sur le chemin. Oui, t'es beaucoup moins dans le jugement, peut-être, alors. Ouais. Je me dis, je laisse une chance aux gens de me dire, il est peut-être pas juste con, quoi. Ouais, pas que ça, pas que ça, peut-être qu'il est quand même. Peut-être que c'est pas que de sa faute. Ouais. Une petite part d'espoir en moi qui a foi. Ouais. Alors tu sais que dans les pratiques énergétiques, tu as quand même un rapport au corps qui est très important, quoi. Et est-ce que, du coup, avec le recul que tu as maintenant, est-ce que tu
tu es plus à l'écoute justement des réactions. Tu peux avoir des réactions de ton corps, pour identifier peut-être un blocage ou dire ah là ça va pas, faudrait que je fasse plutôt ça. Est-ce que tu es plus à l'écoute de ces signaux-là? De mon corps par rapport aux personnes que j'accompagne ou par rapport à moi? Ou même par rapport aux personnes que tu accompagnes, on peut peut-être faire les deux. Alors, mon corps, je l'écoute beaucoup quand j'accompagne les gens, alors notamment plutôt en énergétique ou en réflexologie plantaire, parce que voilà, il y a un vrai contact, enfin vraiment quelque chose d'énergétique. Par rapport à moi, oui. Maintenant, j'écoute, je suis clairement beaucoup plus à l'écoute de mon corps, et quand il y a une douleur qui apparaît ou quand il y a, enfin, je sais. Maintenant, je sais, j'ai pas juste mal au dos. Je sais que j'arrive vite à mettre le doigt sur ce qui a déclenché le mal de dos. D'accord, ok. Quoi d'autre? Eh bien, tiens, on va arriver gentiment vers la fin. Pour les personnes qui s'intéressent à ta discipline, est-ce que tu aurais des conseils de lecture? Alors, le livre référence de la psychogénéalogie, c'est le livre d'Anne Ancelin, Suchen Berger, c'est la deuxième partie du nom un peu plus difficile, c'est Aïe mes aïeux. Aïe mes aïeux, c'est le livre de référence en psychogé. Il faut s'accrocher un peu au début parce qu'il y a tout un début de bouquin où c'est très psychanalyste, psychanalytique et tout, donc c'est un peu lourd. Mais la suite est très intéressante. Et le syndrome du gisant du docteur Salomon Selam, ça c'est un de mes bouquins. C'est tes deux bibles qui dorment sur ta table de chevet. Mais le Aïe mes aïeux est tellement ma bible que quand mon fils se cogne, il dit aïe mes aïeux. Mon fils de 7 ans. Dès qu'il dit aïe, c'est suivi de mes aïeux. Hein. Donc on sent que c'est quand même le fils d'une praticienne en psychogé. Et là, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre, hein, comme on dit. C'est ça. Il connaît très bien sa carte Human Design aussi. Hein. J'ai la porte 4 des réponses, c'est pour ça que je sais tout. Oui, mais non, c'est pas que ça. Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la psychogé? Mais allez-y. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Allez-y. Faites attention à la formation que vous faites. Parce que comme toutes les pratiques, les thérapies alternatives, hein, parce que la psychogé c'est pas reconnu officiellement par l'État, on va trouver de tout. Hein, ouais. Des formations à 30 balles sur les réseaux sociaux, comme des formations à 10 000 balles qui apporteront pas beaucoup plus que les celles à 30 balles sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Donc faites attention, voilà, à la formation que vous choisissez. N'hésitez pas à faire marcher le bouche à oreille, à vous renseigner, de pas foncer vers la première formation venue. Voilà. Et d'être en raccord aussi, parce qu'en psychologie, ça comme tout, il y a des écoles, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Moi, je te disais, je pars de l'objectif, il y en a, ils vont partir de l'arbre et charger la personne, enfin voilà, c'est. Voilà. Mais voilà, de voir si le programme de formation et l'axe dans lequel ça va travailler vous correspond bien. Ok. On peut te retrouver comment alors t'es présente sur Instagram, sur Insta, sur Facebook. Sur Insta, il y a le lien vers mon biosite aussi pour prendre rendez-vous. Ma page Alma Iris sur Facebook, et sur Insta c'est Alma Iris-by Dave. Et là actuellement jusqu'à la fin de l'année, je fais une offre en psychogé en don libre. Donc j'accompagne vraiment les personnes en don libre jusqu'au 31 décembre pour permettre. C'est ce que je dis, des fois il y a des gens qui viennent avec des problèmes financiers et je me dis que le financier devrait pas être une barrière à la thérapie. Parce que si derrière ça peut leur débloquer leur histoire financière familiale et leur permettre de gagner plein d'argent, un jour ils paieront une consultation. Donc voilà, mais c'est mon côté aussi encore un peu, j'ai mon rapport à l'argent quand je me dis, j'ai quand même ce côté altruiste. Là le don libre, ouais. Mais le don libre c'est pas 0 € du coup. Voilà, ça oblige quand même les gens à donner quelque chose, donc je ne travaille pas gratuitement parce que je peux pas me libérer de cette croyance à l'argent où je suis pas légitime à recevoir de l'argent et derrière travailler gratuitement. Mais et ça permet aussi aux gens de venir en pleine conscience dans l'accompagnement, dans le sens où ils sont pas juste rentrés, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés et comme c'est gratuit, je vais voir ce que ça donne quoi. Parce qu'il y a ça, c'est pas du tourisme. Hein. Quand on rentre dans un accompagnement en psychogé, on vient pas y faire du tourisme. Faut être pleinement investi dans l'accompagnement. D'accord, ok. Et ben voilà, le message est passé. De toute façon, je remettrai tes liens, etc. dans la description de l'épisode. Écoute, pour conclure, je te laisse le mot de la fin. Si tu as un message à passer, je sais pas, un conseil. Le conseil que je pourrais donner, c'est si vous vous retrouvez à un moment bloqué dans votre vie, quelle que soit la problématique,
faites-vous accompagner. Peu importe la thérapie que vous allez utiliser, l'outil que vous allez utiliser, mais ne restez pas sans rien faire parce qu'on a à notre disposition un panel d'outils tellement énorme que ce serait dommage de ne pas en profiter pour vivre ensuite une vie complètement fluide et alignée. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci à toi. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à mon invité et à vous pour votre écoute. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des petites étoiles, à commenter, à partager sur vos réseaux. C'est le meilleur moyen de faire vivre ce podcast. Alors je rappelle que Frontières est disponible sur YouTube en vidéo et en audio sur les principales plateformes d'écoute. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous souhaitez soutenir le projet pour qu'il continue de grandir et de vous proposer ces entretiens, vous pouvez me donner un coup de pouce sur Tipeee, le lien est également en description. Alors on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux. Salut!